Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Une nouvelle fois, on reçoit une triathlète et ça me fait très plaisir parce que je sais pas si tu es d'accord avec moi Olivier, mais on manque quand même cruellement de voix féminines, donc il va falloir qu'on résolve véritablement ce problème. Enfin bref, aujourd'hui, on va combler ce problème puisqu'on reçoit Emma Biam. Mais juste avant, eh bien bonjour Olivier. Bonjour Armano, comment tu vas ? Ça va. Tu vois, j'essaye à chaque fois d'innover un petit peu sur les intros, histoire que nos auditeurs et nos auditrices ne prennent pas trop de mauvaises habitudes. Donc j'espère que ça change un peu, que ça te fait du bien d'entendre d'autres choses au début. Complètement. et puis je le disais, notre invitée du jour, Emma Biam. Bonjour Emma. Bonjour à vous deux. C'est marrant parce que quand tu as dit... alors avant cela, je m'attendais à avoir une petite pub lancée ou quelque chose comme ça, ou que tu nous fasses une petite chansonnette, mais non. Bonjour Olivier. Non, alors la chansonnette, je vais vous l'épargner. Ouais, non. Je vais avoir des origines italiennes, je ne suis pas un ménestrel, donc on va éviter. Emma, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait très plaisir de t'avoir au micro du podcast. On a une tradition sur ce podcast, justement, c'est de laisser la parole à notre invité pour quelques minutes déjà pour se présenter. Donc Emma, dis-nous tout. Qui est Emma Biam ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et est-ce que tu pratiques un peu de triathlon d'ailleurs ? Ça fait beaucoup de questions pour démarrer déjà. Je sais pas si... Ouais, c'est pour te mettre dans l'ambiance, tu vois, on est je comme sais ça. pas si il faudra quelques minutes. Je pense pas que ça prendra autant de temps. Du triathlon, quelques heures par semaine, par-ci par-là, quoi, quand je trouve le temps, quand j'en ai un peu envie. En toute modestie, bien sûr. On reviendra sur ton palmarès après, hein, évidemment. Non, alors je m'appelle Emma, j'ai 34 ans, gentiment. Les années commencent à se faire un petit peu sentir. Je suis suisse, je suis suisse-britannique, donc j'ai grandi en Suisse. Mes deux parents sont anglais. Enfin, ma maman écossaise plutôt, parce qu'elle me tuerait si je vous disais qu'elle était anglaise. Oula. Que je fasse un petit peu attention à ce que je raconte. Mais j'ai grandi en Suisse et là, je partage mon temps entre la Suisse, pas mal de temps en France parce que mon ami est français. Et actuellement, je suis en Espagne pour m'entraîner pour l'hiver. Donc voilà, le triathlon, ouais, j'en fais depuis longtemps maintenant, gentiment. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, selon les périodes, selon les envies et selon la forme et les blessures. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Et voilà, très très brièvement, mais voilà, sans entrer dans les détails. Bon, je me suis laissé dire quand même que tu n'es pas que triathlète. Déjà, tu nous fais une présentation très modeste et c'est tout à ton honneur, mais je crois que tu as quand même un palmarès bien chargé, on va y revenir après. Mais tu n'es pas que triathlète, tu as aussi une entre guillemets, vraie vie à côté. Ça, je pense comme tous les triathlètes, hein, enfin comme beaucoup de triathlètes qui sont peut-être pas champions du monde ou qui n'ont pas un talent un parcours qui leur a permis de se consacrer à 100% là-dedans, ou bien ils n'ont pas fait forcément les choix que j'ai fait, ou moi j'ai pas fait les choix qu'eux ont fait. Donc oui, de presque toute ma carrière de triathlète, ça fait gentiment 10 ans là que j'en fais. Alors peut-être pas tout à fait 10 ans au niveau professionnel, mais 10 ans que je me consacre plus ou moins au triathlon longue distance. J'ai presque toujours eu une activité professionnelle à côté, que ce soit remplaçante prof de gym, que ce soit coach de natation, que ce soit organisatrice de tours à vélo, que ce soit dans l'événementiel sportif. Et puis là, depuis 3 ans maintenant, j'ai ma petite entreprise avec mon ami. On est plutôt dans la communication digitale. De mon côté, je fais beaucoup de traduction, de copywriting et de gestion de contenu. Alors que lui s'occupe beaucoup de e-commerce, de tout ce qui va avec. Donc, on se complète un petit peu. Et voilà, après, ça demande énormément de temps quand même de monter une entreprise. Comme le triathlon, finalement, qui est une entreprise en soi aussi, quand on la gère au niveau professionnel. Donc, ça fait un petit peu 2 entités à manager en parallèle. Mais voilà, il faut s'impliquer dans les deux. Et puis, ça vient pas du jour au lendemain. C'est comme le sport et l'entraînement. Il faut... c'est un petit peu le reflet du travail qu'on y met et rien n'est jamais acquis.
Si on veut que ça marche... C'est intéressant le parallèle entre l'entrepreneuriat et le triathlon, enfin en tout cas le sport de haut niveau, quoi. Parce qu'effectivement, finalement, tu te mets des objectifs à plus ou moins long terme, et puis tu les découpes en objectifs plus court terme. C'est un peu pareil, tu te mets aussi, ça te demande une rigueur de travail. Enfin, il y a quand même énormément de points communs. Oui, il y a énormément de points communs et puis finalement, il y a que toi pour cravacher, quoi. Si toi tu fais pas le boulot, la réussite elle est pas au bout. C'est ça. Dans les deux cas, tu peux avoir un coach, tu peux être accompagné, tu peux avoir des médecins, des nutritionnistes, et de l'autre côté, tu peux avoir aussi des coachs ou des investisseurs, des actionnaires, un incubateur, n'importe quoi. Mais au final, c'est toi qui dois bosser et donc non, c'est assez semblable effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'un apporte à l'autre aussi. Enfin, je sais pas ce que toi tu en penses, mais pour moi, le fait de faire du triathlon et de s'entraîner pour des gros objectifs, en fait, ça apporte énormément sur le point de vue entrepreneurial, sur le point de vue business, parce que ça te donne aussi une rigueur de travail, une détermination aussi que t'as pas forcément. Et inversement, ça peut aller dans les deux sens, évidemment. Ouais, je pense que chacun y arrive, soit dans le sport, soit dans l'entrepreneuriat, un petit peu de façon différente, et peut-être pour des raisons différentes. C'est clair que moi, je fais du sport depuis que j'ai 9 ans, du sport entre guillemets haut niveau. Hein. J'ai commencé par la natation, j'étais pas championne du monde à 9 ans, mais ni à 16 d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette structure et cette rigueur dans le travail, après, elle déteint sur beaucoup de choses. Et j'ai fait une année de triathlon à 100%. C'était une année, je crois que c'était en 2016, avec des très bons résultats dans le triathlon d'ailleurs, mais je me suis complètement grillée. Et j'ai réalisé aussi que il me fallait quelque chose à côté pour contrebalancer un petit peu cette intensité psychologique qui est là, cette pression en fait qui est là tout le temps dans le sport. Et du coup, j'ai trouvé une activité à côté en l'occurrence aussi parce que je m'étais blessée et puis il fallait quand même faire rentrer des sous pour manger. Mais d'avoir une autre activité à côté, ça décharge un petit peu psychologiquement et puis ça permet de penser à autre chose et puis de trouver un équilibre qui est pour moi plus sain. Après, d'autres fonctionnent différemment. Un esprit sain dans un corps sain. Oui, jusqu'à ce que ça bascule dans l'autre sens. Mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais sans tomber dans la bigorexie ou autre. Non, mais là, j'ai vécu une période en janvier, l'hiver dernier, où on avait pris un employé dans l'entreprise et c'était un moment ultra stressant en fait pour deux jeunes entrepreneurs tout à coup d'être responsable de quelqu'un, d'avoir cette pression du salaire, de devoir prendre des clients supplémentaires pour assurer le chiffre d'affaires, etc. Et je me suis retrouvée avec trop de travail. Et j'ai essayé de m'entraîner 20 heures par semaine en dormant 4 heures par nuit. Et là, tout à coup, l'équilibre, il bascule. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à tout et chacun doit le trouver, quoi. Mais... Parce qu'Olivier, toi, tu as aussi une entreprise. Enfin, vous faites dans l'appareil sport. Dans le textile de sport. Donc, j'ai fondé une marque qui s'appelle Oana, qui est du textile de sport. Voilà. Donc, je vois tout à fait de quoi tu parles. Bon, maintenant, moi, je suis pas triathlète professionnel. La petite différence. Donc, je m'entraîne. Alors, 20 heures par semaine, c'est quand je m'entraîne beaucoup, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à l'approche d'une grosse course. Ouais, je serai à 20 heures sur la semaine, mais c'est pas toute l'année, quoi. Donc, j'ai peut-être pas le même volume que toi en termes d'entraînement. Maintenant, quand je disais un esprit sain dans un corps sain, pour moi, je faisais plutôt allusion au fait pour moi, si tu fais que de l'entraînement, en fait, t'es dans un corps sain, mais t'as pas forcément la stimulation intellectuelle, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense que t'as besoin aussi de te changer un peu les idées et de faire des activités plutôt intellectuelles. Donc, ça peut être, on en parlait d'ailleurs c'était avec Léon Chevalier qui fait ses études en parallèle et qui prévoit de faire un doctorat. Donc, il performe, il fait des super perfs niveau triathlon en tant que professionnel. Mais à côté de ça, il dit voilà, moi j'ai besoin de rester connecté aussi au monde intellectuel entre guillemets, puisqu'il fait des études d'ingénierie, quoi. Ouais.
On en parlait aussi avec Philippe Martin en ouverture de la saison 2, qui est CEO d'une division de chez Safran Aeronautics. Il a plus de 1000 personnes sous sa direction, 200 millions de chiffre d'affaires, et malgré tout, il trouve le temps de s'entraîner tous les jours, et il en est à son 41e Ironman. Donc, on est OK sur un niveau amateur, mais c'est bien pour mettre en avant cet effet de balance entre le besoin de s'entraîner, le besoin de se dépenser, mais aussi le besoin d'être présent, d'activer la sphère intellectuelle. Oui, et peut-être une chose que j'ai appris au fur et à mesure et que j'ai aussi appris à accepter, c'est la sagesse des années aussi, c'est que rien n'est jamais fixe en fait. Le statu quo, il évolue systématiquement. Donc un équilibre qu'on aurait eu il y a 5 ans, en fait, on n'a pas besoin du même aujourd'hui. Et puis on essaye peut-être de reproduire des choses qu'on a l'impression qu'elles avaient fonctionné à l'époque et qui effectivement ont fonctionné, mais c'est peut-être pas de ça dont on a besoin actuellement, ou c'est peut-être pas ça qu'on cherche, ou à un moment donné finalement c'est plus vraiment ça, et là j'en suis un petit peu aussi maintenant dans une phase un petit peu de transition, parce que là j'ai consacré 2 ans et demi à développer cette boîte et à faire des choses qui me motivaient et avoir des résultats. Et puis maintenant, je suis un petit peu en train de basculer en me disant, mais j'ai mis de côté certaines fois l'entraînement, le triathlon, les courses. J'ai fait des choix qui étaient plus dans un sens professionnel. Et actuellement, je suis plutôt en train de me rediriger dans une optique ou une organisation qui me permet de mettre plus en avant le sport, parce que c'est de ça dont j'ai envie et j'ai besoin pour ces prochaines années, sachant que peut-être dans 6, 12, 18 ou 18 mois ou 3 ans, cet équilibre il va de nouveau changer, mais je pense que rien n'est acquis et c'est toujours un peu une évolution. Et est-ce que ça te rassure aussi peut-être le fait d'avoir le pied dans quelque chose d'autre, tu vois, en dehors du triathlon? Mettons, je sais pas, en tant qu'athlète de haut niveau, demain tu te blesses, tu sais plus vivre de ton sport, t'es quand même contente d'avoir un truc sur le côté, quoi, une boîte, une activité complémentaire ou autre. Bon, qu'on soit bien clair, je crois que j'ai jamais vécu de mon sport. Non, je crois que la définition de triathlète professionnel, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont essayer d'en donner une, mais sur papier, c'est très joli de dire qu'on est triathlète pro, mais dans le monde qui en vivent, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Enfin, pas tout à fait, mais on est quand même dans ces échelles-là. Surtout sur la longue distance. Je dirais que peut-être la longue distance, c'est presque plus facile que il y a moins les soutiens de fédération, peut-être, au niveau qui ont tendance à soutenir plus les programmes olympiques. C'est ça. Et c'est beaucoup moins médiatisé. Je veux dire, tu regardes dans tu demandes aux gens dans la rue qui s'y connaissent un tout petit peu en triathlon, ils vont te sortir les noms de ceux qui étaient au JO. Tu vois, mais les triathlètes longue distance, ils sont beaucoup moins connus. Et donc forcément, t'es moins connu, du coup les sponsors, t'as peut-être un peu moins de sponsors. Enfin, je sais pas, hein, moi c'est mon point de vue. Enfin, j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Maintenant, peut-être que. Moi, je m'étais orientée un petit peu quand même dans le longue distance, parce que j'en ai fait du court un petit peu, mais pour moi, avec mes qualités, c'était pas viable en fait au niveau des prize money, etc. et des potentiels de sponsors. Je pouvais pas imaginer tirer mon épingle du jeu là-dedans. Alors que sur longue distance, j'avais plus d'opportunités, il y avait un petit peu plus de visibilité en termes de sponsoring. Peut-être pas grand public, mais en tout cas au niveau des sponsors. Et puis des primes de course pour que ce soit plus intéressant sur le long, personnellement. D'accord. Mais c'est pas juste lié à tes capacités, parce que t'es peut-être toi meilleur sur le long et que donc du coup tu fais les meilleurs résultats? C'est pas lié à ça. Je pense qu'il y a un peu des deux quand même. Il y avait, alors maintenant c'est un petit peu en train de changer, il y avait une moins grande densité quand même sur le triathlon longue distance il y a quelques années. Maintenant, on voit quand même que le niveau il monte de façon assez fulgurante, tant chez les filles que chez les garçons. Je pense que chez les filles, encore ces 2-3 prochaines années, ça va aussi vraiment, vraiment augmenter, parce que là, on a toutes les athlètes qui sortent du programme, enfin du cycle olympique. Et certaines ne vont plus retourner sur le court, donc se lancent dans le long. Ça va attirer de nouveau le niveau vers le haut, et je pense que on va vraiment avoir des belles choses. Donc, mais il y a quelques années, quand moi je m'y suis mis, c'est vrai que c'était moins dense, c'était plus accessible pour des athlètes comme moi.
Alors, sur la partie dont tu parlais justement, la partie plus rémunératrice, à ton avis, du long plutôt que du court, ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment ça se passe en Suisse, parce que moi, j'ai un peu d'expérience sur ce qui se passe en France. Olivier, je pense que tu t'y connais pas trop mal sur ce qui se passe en Belgique, mais on pourra peut-être revenir sur ce qui se passe en Suisse. Tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur toi au début, parce qu'on n'a pas abordé cette question-là. C'est comment est-ce que tu as découvert le sport ? Tu nous as dit que tu as commencé par la natation, mais quelles étaient tes premières années de natation, et puis qu'est-ce qui a fait que de la natation, t'es passé au triathlon ? Je pense que comme tout parent qui se respecte, il fallait que les enfants sachent nager. Donc, j'ai été lancée dans un bassin pour apprendre à nager. Et puis, ça m'a plu. Je pense que j'ai toujours eu un petit peu cet esprit un petit peu compétitif. Et puis, cette envie ou ce besoin de me dépenser aussi et de bouger. Donc, je me souviens, mais comme beaucoup d'enfants, à 8-9 ans, j'ai passé du groupe barbotage au groupe pré-compétition. Et puis après, on nous emmène sur notre premier meeting de natation. On fait un 50 mètres et puis on trouve ça cool. Et puis de fil en aiguille, à 14 ans, il y a 7 entraînements par semaine, 2 séances de muscu. Et on passe notre vie dans l'eau. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de nageurs qui se retrouvent là-dedans. Et puis à 15-16 ans, on progresse plus. On se demande pourquoi on fait encore des longueurs de bassin, pourquoi on compte je vais dire cattel, mais je pense que cattel c'est très suisse et personne. C'est les carreaux, c'est j'imagine. Les carreaux de la piscine. Les cattels, tu dis ? Ouais, les cattels. Ok. On aura appris un nouveau mot. Voilà. Ouais, je connaissais pas. Et voilà, il y a toute cette remise en question de l'adolescence et je sais qu'il y avait une fille qui faisait du triathlon et qui nageait dans le même groupe que moi à la piscine. Et son coach m'a proposé d'essayer. Donc, je crois, à 15-16 ans, je ne sais plus exactement, j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Mes parents m'ont gentiment acheté un vélo de route, que j'ai encore d'ailleurs. Et puis, je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait 2 ou 3 ans en junior, à passer de nageuse à triathlète. Et puis j'ai explosé en vol à 18 ans parce que j'en pouvais plus de la pression de la compétition. J'étais en équipe suisse junior, j'avais potentiellement le niveau pour aller au championnat d'Europe. Et puis il y avait pas mal de... Voilà, j'ai pas géré ça, donc j'ai tout plaqué et puis je suis allée faire des études et puis j'ai plus regardé vraiment le sport. Si, c'est pas vrai, j'ai encore continué plus ou moins à rouler parce que mes parents m'avaient offert un vélo pour mes 18 ans. Que j'ai pas osé laisser. Ils sont généreux. Pardon ? Ils sont généreux du coup. Ouais, c'était vraiment un super beau vélo. Et j'avais mauvaise conscience de le laisser au garage, donc j'ai continué à rouler un peu. Et je pense que c'est ce vélo finalement grâce auquel j'ai gardé un pied dans le sport et que j'ai jamais lâché. Ils ont bien fait, quoi. Donc je l'ai encore aussi ce vélo d'ailleurs. On dit souvent qu'on peut faire du sport avec... on n'a pas besoin d'avoir du super matos, mais c'est vrai que parfois, quand on a du super matos, ça motive. T'as une nouvelle paire de baskets, une nouvelle paire de roues, t'as envie de les utiliser, quoi. T'as envie d'aller rouler avec, d'aller courir avec. Donc, En fait, j'ai découvert un autre monde avec ce vélo parce que quand on a 16 ans, on fait des petites sorties vélo, quoi. On fait pas des longs périples de 3-4 heures, en tout cas pas moi. Et puis avec ce vélo, j'ai commencé à découvrir la montagne à l'école. Et voilà, tout à coup, le vélo pour moi c'était mon sport, quoi. Mais juste au niveau purement plaisir. Donc je faisais du vélo juste pour aller dehors, pour aller grimper sur une montagne et puis redescendre. Et pendant quelques années, je me suis fait plaisir comme ça, en fait. Ouais. C'est étonnant ce que tu nous racontes parce que des anciens nageurs, des anciens coureurs, des anciens cyclistes qui se mettent au triathlon, on en a eu sur le podcast et je pense qu'on en connaît tous. Après, des anciens spécialisés dans un sport qui trouvent du plaisir dans un des 3 autres sports du triathlon, enfin dans un des 2 autres sports du triathlon, c'est quand même assez rare. En général, on reste quand même attaché. Quand on est un ancien nageur, on prend beaucoup de plaisir à nager et puis on continue à aller un peu dans l'eau plus facilement. Et toi, tu as vraiment switché vers le vélo. Ouais, alors de nouveau, c'était vraiment... En sport plaisir, hein. C'était vraiment pas... C'était juste pour m'aérer l'esprit, pour être dehors. Attends, c'est quoi un sport plaisir quand on est sportif de haut niveau? Qu'on recadre. Non, mais vraiment, je faisais des études, quoi. Entre 18 et 24 ans, j'ai vraiment fait... Je suis allée faire un footing par-ci, je faisais du vélo le week-end.
je faisais pas de sport entre guillemets de haut niveau, vraiment pas. Et c'est seulement, je suis allée en Allemagne pour un stage. J'ai fait des études d'architecture et il fallait faire un stage entre le bachelor et le master. Et du coup, j'étais faire mon stage à Berlin. Et en arrivant là-bas, je me suis dit, si tu veux quand même améliorer ton allemand, c'est pas qu'au bureau que tu vas pouvoir le faire. Donc, je me suis inscrite dans un club de triathlon. Et voilà. Et c'est là-bas que j'ai repris le sport un peu plus sérieusement. T'es pas tombé dans le Berlin festif, un peu underground qu'on connaît Non, c'était l'année de la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud, je crois. Et du coup, j'ai connu Berlin en mode foot. Avec toutes les avenues bloquées, les grands écrans partout. J'ai pas travaillé beaucoup cet été-là. Non, c'était cool. Bon, je note pour l'architecture. Je cherche un architecte, donc au pire, je te recontacte. Ouais, non, mais en fait, je n'ai pas fini architecte. Non plus. Donc du coup, tu nous as dit vers 24 ans que tu redécouvres le triathlon. Et qu'est-ce qui fait que à 24 ans, quand si je suis ce que tu nous dis, tu te définis comme une amatrice, comment est-ce que d'une amatrice tu renoues ou tu vas vers le professionnalisme? Je pense qu'on a quand même toujours en nous un petit peu ce goût de la compète. Et j'ai fait, avec mon club de Berlin, j'ai fait des compétitions purement locales, en fait, juste des petits triathlons de quartier, des courses à pied, des petits chronos. Et puis, je terminais sur le podium parce que j'avais quand même envie... Yes. Il y a mon ami qui m'a apporté un café, pardon. C'est la classe. J'en veux bien aussi. Ça, il a maîtrisé le cappuccino en plus aujourd'hui. Et du coup, ça m'a redonné envie de pousser un petit peu pour voir où je pouvais aller. Donc, je suis rentrée en Suisse, j'ai commencé par préparer un semi-marathon, et puis de fil en aiguille, j'ai repris un coach, et puis j'ai fait une année en amateur, où je faisais un petit peu de triathlon courte distance. Et j'ai fait mon premier semi, je crois, mon premier half, le 70.3 que j'avais fait à Wiesbaden, quand ça existait encore. Et je me suis qualifiée pour Las Vegas cette année-là, les championnats du monde de 70.3, et j'ai fini 2e, je crois, là-bas. Donc voilà, tout s'est un petit peu réuni pour me pousser dans la bonne direction. Bon, et à ce moment-là, tu t'es dit quoi quand tu arrives 2e au championnat du monde? Je me suis dit, allez, mais est-ce que je faisais encore des études? Oui, je crois que j'étais encore en master d'architecture. Et je travaillais à côté, et puis je me suis dit, je tente, quoi. Je prends une licence professionnelle, parce que comme ça, je peux courir avec les pros. Mais je faisais des études à côté, je travaillais. Et puis ça a complètement foiré, en fait. J'ai fait une année pratiquement blanche, parce que je me suis blessée. Puis j'étais en fond de classement, quoi. On n'y arrive pas comme ça. C'est pas en passant pro que tout à coup, tout va venir. C'était vraiment pas évident. Voilà, avec un peu de travail. Et je crois que je me rendais pas compte que, à moins d'être ultra doué, comme certains le sont, il faut des années et des années, en fait, pour accumuler le volume d'entraînement et la résistance pour aller faire des bonnes courses sur longue distance. Je pense que même dans les gens hyper doués, il n'y a pas de secret. C'est que ça reste des gens qui travaillent énormément. Ouais. Mais même au-delà du travail, je crois que le corps, il a besoin, en fait, d'un apprentissage. Il y a juste les heures, on ne peut pas les inventer, en fait. Oui, je pense que c'est dans ce sens-là qu'Olivier parlait de travail. C'est travailler pour habituer son corps, parce que finalement, l'entraînement, c'est qu'un traumatisme qu'on inflige à son corps et qu'il va apprendre à gérer au fur et à mesure des entraînements, justement. Oui, et puis c'est la mémoire du corps aussi. Voilà. Et ça, effectivement, si tu n'as pas fait le volume, voilà. Donc, t'as beau avoir toutes les meilleures prédispositions du monde, tu vois, tu peux avoir beaucoup de talent. Au final, aujourd'hui, si tu le travailles pas et tu mets pas le volume nécessaire, tu n'y arriveras pas, quoi. Même une Lucie Charles, là, elle a explosé cette année sur les championnats du monde. Je pense que c'est pas anodin non plus. Ça fait quelques années maintenant qu'elle le prépare, qu'elle apprend, qu'elle met le travail. Et personne ne pensait qu'elle ferait encore mieux, mais je pense qu'elle a encore de la marge. Bon, elle est en lice pour le sub-8. Donc, elle a encore de la marge un petit peu. Ouais, mais là, ils vont mettre des motos devant et tout, non? C'est pas ça leur... Ils vont un petit peu tricher, entre guillemets, mais bon, en même temps... La distance sera là, par contre, ce ne sera pas les conditions d'un vrai Ironman. Ça se passe quand, d'ailleurs, ce challenge? Parce qu'on entend beaucoup parler. C'est mai 2022. En mai, je crois. C'est mai 2022, mais on n'a pas encore la date. Mai ou juin, mais ils n'ont pas annoncé le lieu ni la date, je crois.
Non. Donc, tu nous as dit que tu découvres un peu le monde des professionnels vers 24-25 ans. Là, t'en as 33, tu nous as dit ? 34, ouais. 34 tu vois, je t'ai rajeuni. Du coup, 8-9 ans après, qu'est-ce que tu peux tirer comme enseignement ? Et puis, après, on va peut-être pouvoir justement détailler ton palmarès. Il y a tellement de choses qu'on apprend au fur et à mesure des années. J'ai l'impression d'être vieille en disant ça. Mais non, je pense que la chose, je pense, la plus importante que j'ai appris, c'est un petit peu peut-être la patience. Et de pas tout tourner, enfin de pas paniquer tout de suite pour des petites choses. J'ai été assez souvent blessée finalement. Et puis au début, une blessure, je la prenais, c'était un peu la fin du monde. Et tu focalises tout dessus. Tu te lèves le matin, tu mets un pied hors du lit et est-ce que je le sens ? D'ailleurs, en revenant de Berlin, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai voulu préparer un marathon toute seule comme une grande, sans coach, de façon complètement débile. Et j'ai fait une fracture de fatigue du col du fémur 3 semaines avant le marathon. C'était la première grosse connerie que j'ai fait. Mais on panique vite, en fait, d'être blessé. Et cette panique-là, elle empêche la guérison. Parce qu'on est tout le temps focalisé dessus, on est crispé, il n'y a que des mauvaises ondes. Et puis finalement, si on apprend à relâcher et puis pas forcément à en faire une fixation, le corps, il sait très bien se réparer, en fait. Et le meilleur exemple de ça que j'ai eu, c'était en 2017-2018, je crois, où j'avais une blessure sous le pied. C'était une fasciite plantaire, en fait, mais avec une petite rupture, donc une petite déchirure, et j'ai eu mal, mais pendant des mois. Et ils ont tout mis, quoi. Ils m'ont mis une botte, ils m'ont fait des IRM, et j'en ai souffert, mais pendant 12 mois. Je ne pouvais pas courir, j'ai fait une course, je me suis arrêtée, je ne voyais pas le bout, j'étais déprimée, je me suis dit, mais ma carrière est terminée. Et puis finalement, j'ai pris un job comme remplaçante de sport, où j'étais avec des gamins, mais j'étais debout toute la journée, j'enregistrais 30 000 pas par jour. Donc je n'étais pas reposée, à essayer de reposer mon pied ou quoi que ce soit. Et en l'espace de 3 mois, c'est parti. Mais parce que simplement, j'ai arrêté d'en faire une fixation, je me suis concentrée sur autre chose. Et puis le corps, il a fait son job. Et puis je suis repartie. Ouais, et puis c'est aussi le retour à l'activité qui aide, je pense. Moi, je me suis fracturé la clavicule il y a quelques mois, et c'est un des trucs que le chirurgien, l'orthopédiste m'a dit, c'est qu'il faut que tu retournes le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, on voit, c'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'on voit dans les études que les gens qui reprennent le sport un peu plus tôt que ce qui avait été conseillé par les médecins, en général, ils guérissent plus vite. Donc en fait, tu vois, comme quoi il y a un phénomène où le corps pige que en fait on reprend l'activité, donc faut y aller, faut réparer, quoi. Alors que si tu restes alité et que tu dis je dois attendre, faut pas bouger, etc., tu risques effectivement ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Alors j'avais bougé pendant cette année, j'avais essayé de reprendre 1000 fois et puis à chaque fois ça revenait. Et je pense que là, dans ce cas-là, c'était plus la crispation psychologique, en fait, qui empêchait un petit peu juste d'en faire abstraction et de passer à autre chose. Mais je te rejoins, je suis d'accord que moi, j'ai jamais vu une tendinite partir avec du repos. Ça n'arrive pas. Ouais, mais ça, on le dit souvent. Et on dit aussi dans le bouquin. Non, mais je veux dire, la tendinite, il faut pas. Alors, il faut pas être au repos complet, il faut continuer à bouger, mais typiquement, je sais pas, t'as un syndrome des essuie-glaces, effectivement, il faut pas rester dans son lit et ne plus bouger, il faut continuer à marcher un petit peu, etc. Après, c'est clair que tu dois quand même lever le pas, quoi, lever le pied. Ouais, quand t'as un syndrome de l'essuie-glace, c'est le cas de le dire. Ouais, et puis après, je suis ni médecin, ni ostéo, ni physio, et si le titre du podcast c'est comment devenir triathlète, je voudrais pas encourager les gens à aller faire n'importe quoi, vraiment. Non, on ne donne aucun avis médical, évidemment, on fait juste part de nos petites expériences et nos petits bobos. Mais effectivement, là, quand il y a un petit bobo qui arrive, parce que c'est inévitable, encore la semaine dernière, je me suis fait un mini claquage à l'ischio en courant sous la pluie sur une piste un peu glissante. Je sais qu'il y a quelques années, j'en aurais fait une montagne.
Et il aurait mis des semaines. Et là, voilà, tu lèves le pied, tu fais les autres sports, parce qu'on a quand même l'avantage d'avoir 3 sports, voire 4, 5 si on fait un peu de renfo. Et un peu de muscu. On a largement de quoi s'occuper. Et puis on lève un petit peu le pied, quoi. Puis il faut juste s'écouter. Le corps, il nous dit quand il est prêt. Yep. Alors justement, tu dis que il faut s'écouter. Si on regarde un petit peu ton palmarès, parce qu'on va quand même y arriver à ce palmarès, en tout cas le palmarès qui est affiché sur Wikipédia, je vois beaucoup de jaunes. J'ai une page Wikipédia, c'est vrai. Tu dis ? J'ai un site internet, il est peut-être plus fiable que Wikipédia. Ouais, je sais, mais l'avantage, c'est que sur les sportifs de haut niveau, ce que j'aime bien avec Wikipédia, c'est qu'on voit tout de suite tu vois, les couleurs des médailles. Donc or, bronze et or, argent et bronze. Et puis moi je vois beaucoup de jaune et de gris chez toi. Donc beaucoup de première et deuxième place sur les podiums. Est-ce que tu peux revenir avec nous là-dessus justement, parce que première victoire, si je ne m'abuse. Attends, j'ouvre la page parce que je l'ai jamais vue. Bah, tu te souviens quand même de tes victoires, non ? Première victoire au 70.3 de Malaisie en 2015. Ça c'était très cool parce que ma maman était là. C'est un voyage dont je me souviendrai longtemps. Elle était mutée quelques années à Singapour et j'avais fait un voyage là-bas pour faire quelques courses et j'ai fait 1 semaine ou 2 avec elle. Elle m'avait accompagnée en Malaisie et voilà, j'ai eu un petit peu de chance sur le coup parce que la favorite a crevé. Je me suis pas trop arrêtée, j'ai continué à mettre un pied devant l'autre et j'ai gagné la course. Il s'est passé plein de trucs cette semaine-là, mais c'est vrai que j'en ai des bons souvenirs. Bon, et puis après, on voit que effectivement les médailles d'or et d'argent s'accumulent. Alors, il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est 2016. Tu gagnes le CD à Gérard Maire. Alors, on en parle régulièrement de Gérard Maire sur ce podcast, et notamment avec des sportifs de plus ou moins haut niveau qui sont tous passés par Gérard Maire. Moi, je l'ai fait, alors pas en XL, mais en CD, en ayant pété mon derrière, donc je l'ai fait sur la plaque. Et je trouve que c'est un triathlon vraiment magnifique. Donc toi, tu gagnes le CD, et puis qu'à cela ne tienne, le lendemain, tu gagnes, tu fais 2e sur le LD. C'est ça ou ils se sont plantés chez Wikipédia ? Non, c'était bien juste. C'était la fin de mon année, justement cette fameuse année où j'ai fait que du triathlon et où j'ai explosé en vol après le Challenge Gran Canaria là, en septembre. Là. Ok. Mais avant ça, effectivement, je volais et c'était une belle année parce que là, d'ailleurs, sur Wikipédia, cette année-là, ils ont oublié tous les gros Ironman. Donc, j'avais fait 2 à Nice, 2 à Zurich et 4 à Embrun la même année. Ah ouais. Et c'est donc pour ça que j'ai explosé. Oui, non, ils les ont mis dans Wikipédia. Attends, tu dis 4 à Embrun, c'est quoi ? T'as fait toutes les distances, c'est ça ? Non, je fais 4e. 4e. Ah, ok, d'accord. Je pensais que tu avais encore une fois enchaîné les longues et courtes distances. Non, quand même pas. Okay, d'accord. Ouais, donc un beau palmarès. Est-ce que quel enseignement tu tires de tout ça ? Alors bien sûr, tu nous dis 2016, tu as un peu explosé en vol parce que c'était une année où tu as tout consacré au triathlon, puis au bout d'un moment, je sais pas, le burn-out du sportif ou le surentraînement. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir revenir avec nous là-dessus, mais quel enseignement tu as pu en retirer, que ce soit en termes de trop de volume d'entraînement, en termes de trop de focus sur le triathlon, ou même des choses beaucoup plus positives. C'est-à-dire, est-ce que tu as pu améliorer ta façon de t'entraîner ? Est-ce que tu as pu t'intégrer différemment dans la science du sport et de l'entraînement ? Première chose, dans les enseignements purement pratiques et logistiques, jamais sous-estimer le coût d'un voyage au niveau physique. Parce qu'au-delà des courses, juste le fait de prendre un avion, de passer 10 heures dans une voiture, ça vide énormément. Ou de faire une course et de monter dans un avion le lendemain, c'est un coût énergétique qui est monstrueux. Et le corps, en fait, on a beau se sentir bien, le corps, il s'en remet pas comme ça. Donc, au-delà de la demande de la course et de l'impact de la course, le voyage, c'est énorme. Je pense qu'on a tendance à le sous-estimer un petit peu. Pour le système immunitaire, pour la récupération, etc. Donc, je pense que je ne ferai plus jamais autant de courses en une année. C'était énorme et c'était juste trop, je pense.
Sur l'aspect voyage, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, j'ai qu'un petit niveau d'amateur, mais j'ai de la famille qui habite à 10 heures de route de chez moi et j'ai très rapidement noté qu'à partir de 5-6 heures de route, pendant 2 jours, je suis complètement défoncé. C'est impossible d'envisager de faire une séance de fractionné ou autre chose. Il faut que ce soit que du footing de récup. Donc en plus, quand tu es à haut niveau, que tu enchaînes les courses à l'autre bout de la terre et puis pas des petites courses et pas des petits podiums, enfin pas des petits résultats, j'imagine que ça doit être énormément éprouvant pour le corse. Ouais, donc il y avait ça et l'autre aspect c'est plus l'aspect psychologique en fait. Je m'attendais pas vraiment à avoir ce niveau-là cette année-là. D'ailleurs, ça reste ma meilleure année et c'est un petit peu mon année référence et c'est ce à quoi j'espère revenir en fait parce que j'ai l'impression que depuis je suis plus jamais revenue à ce niveau en fait. Alors que c'est peut-être faux, mais c'est ce à quoi je cours. Mon français me lâche. C'est ce après quoi tu cours. C'est ce après, je crois, je cours. Mais par contre, j'avais une confiance que j'ai jamais eue avant non plus et que j'ai eu la peine à retrouver depuis. Et cette confiance-là, elle est magique en fait. Quand tu es sur une ligne de départ et que tu crois en toi comme ça, il y a très peu de choses qui peuvent t'empêcher de tout défoncer en fait. Et ça veut pas forcément dire battre les autres, mais tout cool en fait et que tu te sentes vraiment fort et puissant, que tu te poses pas de questions en fait. Ça c'était assez cool cette année-là, jusqu'à ce que les choses commencent un petit peu à fatiguer. Ouais, c'est incroyable cette sensation quand t'es tellement prêt en fait que tu sais que ça va bien se passer quoi. Bon, potentiellement voilà, il y en a d'autres qui seront bons aussi, mais en tout cas tu te sens tellement bien dans ton corps et dans tes baskets quoi que tu te dis OK, ça peut que bien se passer quoi. Voilà, et il y a pas d'excuse non plus. Tu termines une course, tu as la confiance pour tout y laisser. Et pas te poser de questions, et même en course, quoi. Tu te poses pas la question, tu te dis pas, là je suis un petit peu moins bien. Ou... Non, tu te connais, tu sais quelles sont tes allures et tu sais que ça va passer, quoi. Ouais. Et donc du coup, pour revenir un peu sur tu dis j'ai explosé en plein vol, c'est-à-dire ça ressemble à quoi? C'est quoi? T'as fait un burn-out, c'était du surentraînement. Enfin, comment est-ce que tu le qualifies et comment ça s'est manifesté? C'est du jour au lendemain, tu t'es réveillé? T'as attrapé le vélo et Non, je suis pas déjà genre violente comme ça. Mais non, c'était une année qui était très très intense aussi au niveau de l'entraînement. J'avais changé de coach et j'avais passé pas mal de temps en altitude tout l'été. J'avais fait mes premiers Ironman, donc c'était la saison où j'avais démarré un petit peu plus tôt que prévu d'ailleurs sur Ironman. Mon premier c'était Nice. Et je pense que Gérard May, je volais encore. Après je suis allée à Grande Canaria, ça allait encore pas mal. Et je suis rentrée et j'étais très très fatiguée. J'avais perdu pas mal de poids aussi. Voilà, les choses commencent à pécloter un petit peu. Je suis allée à l'Ironman de Majorque, encore, je crois, fin septembre. Je suis arrivée, je suis tombée malade. Donc j'ai fait la semaine malade, j'ai abandonné la course. J'ai essayé d'aller, je crois, encore au challenge Peguera, peut-être, mais je ne me souviens même plus. Et puis j'avais plus envie, en fait. J'avais juste... On sent, quand on se lève le matin, on n'a plus envie d'aller s'entraîner. Puis j'étais sur les rotules. Mon coach, il voulait que j'aille encore courir en Asie. Et je lui ai dit, en fait, je ne peux pas. Et on s'est engueulé. Et d'ailleurs, j'ai pas continué non plus avec lui. Parce que c'était la fin de la relation avec lui? C'était, j'arrivais plus à gérer. Bon, on ne demandera pas son nom parce qu'on ne va pas forcément l'afficher. Mais, et du coup, une relation comme ça qui se termine avec un coach, comment est-ce qu'on... Alors, en plus d'un espèce de burn-out, une relation qui se termine avec un coach, comment on se relève de tout ça et comment on repart pour continuer à monter sur les podiums? C'était vraiment dur. Et c'était le début de 2 ans, de 2 grosses années de galère en fait. Parce que je suis repartie en essayant je me suis reposée. J'avais toujours cette confiance en moi qui me disait j'ai le niveau, je peux y aller. Et puis en 2017, je me coachais moi-même sans vraiment écouter qui que ce soit d'autre. J'ai commencé à enchaîner les courses comme j'avais appris à le faire l'année d'avant. Et puis d'ailleurs, je crois que ça se voit. D'ailleurs, même Wikipédia le dit, quoi. Wikipédia, il dit que tu t'arrêtes en 2019, quoi. Non, Wikipédia, il dit que j'ai carburé jusqu'au 11 juin 2017. Puis après, il n'y avait plus grand-chose. Ah oui, quoi. Tu veux dire, ouais. Et puis après... Après, je me suis blessée et j'ai mis presque 2 ans, je pense,
à me relever avec toute la perte de confiance qui va avec. Avec quand même quelques victoires. Il y a l'Ironman d'Irlande, le triathlon d'Alpe d'Huez, le Naturman. Oui, il y en a une ou deux. Ouais. T'étais pas complètement out of the game, quoi. Moi, je veux bien être out of the game comme ça, quand même, franchement. Pardon, j'ai pas envie de dénigrer comme ça, c'était pas... mais j'ai plus recouru au niveau international comme je le faisais. T'as plus recouru, et maintenant t'en es où? Quels sont tes prochains objectifs? Et puis, comment est-ce que tu complètes ton palmarès de Wikipédia? Parce que sur Wikipédia, il s'arrête en 2019. On est en 2021. Je sais qu'il y a eu le Covid, mais enfin, quand Wikipédia, même. Wikipédia, il a quelques trous quand même. Je trouve que Wikipédia, il n'est pas trop à jour. Non, Wikipédia n'est pas trop à jour. J'étais partie pour faire une bonne saison cette année. Franchement, j'étais vraiment en forme. Et il y a eu l'épisode Hawaï en 2019. Où j'ai pris une voiture juste avant. Je m'étais qualifiée pour Hawaï à l'Ironman d'Irlande. Et puis j'ai pris une voiture juste avant la course. Tu as pris une voiture, t'as eu un accident avec une voiture? Ouais, en fait c'est la voiture qui m'a pris plutôt parce que elle était des touristes qui prenaient des photos au bord de la route et moi j'étais en pleine prépa, j'essayais mon entraînement, j'avais la tête dans le guidon, j'essayais mon matos, j'avais la tête dans le guidon et j'ai pas vu la voiture. Donc... Tu veux dire la voiture était à l'arrêt? Ouais. Et moi, j'étais à 45 km/h. Et bon, voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Le vélo, un peu moins. Mais... T'étais à Hawaï déjà ou t'étais sur tes lieux d'entraînement? Ouais, t'étais sur place. Donc, j'ai pris le départ, mais c'était impossible de faire... de faire quoi que ce soit. Je pouvais pas... J'avais la jambe qui avait doublé le volume. Voilà, je pouvais pas pédaler. Après, il y a eu le Covid, hein. Donc, on n'a pas fait beaucoup de courses cette année-là. Année blanche. Là, ça fait une grosse année que je travaille avec un nouveau coach. Ça se passe très, très bien. Et cette année, j'avais tout pour bien faire. J'étais bien partie. J'avais gagné un Ironman en début d'année. C'était pas un labellisé, c'était une course en Espagne avec un petit plateau international. Donc, ça, c'était bien parti. J'ai fait mon premier... marathon sous les 3 heures en posant le vélo. Donc là, j'étais bien lancée. Et puis finalement, je suis retombée à vélo juste avant Embrun cette année. Et la fin de saison, elle était un petit peu plus compliquée, quoi. Mais je suis en forme et j'espère quand même repartir l'année prochaine. Donc là, t'es chaude pour 2022, là. Ouais, à fond. C'est pour ça que je suis en Espagne à pédaler. Oui, c'est vrai, ça a l'air, parce que tu nous en parlais tout à l'heure en off. Tu nous disais que tu étais en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Tu t'entraînes là-bas, tu vis là-bas? Comment ça se passe? Ouais, on est ici jusqu'à fin février à peu près. La date n'est pas encore définitive, mais ouais, on est là pour l'hiver. On a l'avantage de pouvoir travailler un peu depuis partout. Donc, tant que j'ai un ordinateur, je peux remplir tous mes contrats et c'est plutôt flexible en fait, c'est assez... c'est des choix, hein. Je ne peux pas dire que j'ai de la chance, c'est des choix que j'ai faits et puis je me suis organisée comme ça. Donc, ouais, puis tu as mis la structure en place, tu as trouvé tes clients, enfin je veux dire, c'est quand même... ça t'est pas tombé dessus, quoi. Non, non, j'ai cherché quand même, mais c'est assez sympa comme cadre. Ça me donne beaucoup de liberté et voilà, dans mon organisation au quotidien, c'est plutôt agréable. Ouais, parce que même au niveau des horaires, j'imagine, tu fais pas du 9 to 5, quoi. Tu t'accommodes un petit peu ton travail avec tes entraînements. Oui, après, je pense que tous les entrepreneurs sont un petit peu pareils, quoi. C'est parce qu'on voulait pas faire un 9 to 5 qu'on est dans cette situation-là. Je pense que t'es pareil. C'est pas quelque chose que tu recherches absolument. Donc, non, je me réveille à 6 heures, je fais 1 heure de boulot ou 2, je vais à la piscine. Voilà. C'est une organisation qui est... Mais bon, en même temps, il faut le dire aussi, ça t'arrive de passer ton dimanche à bosser? À tous les dimanches, oui. On est d'accord, voilà. Non, mais parce qu'il faut montrer un peu le revers de la médaille aussi, parce que c'est vrai que il y a le côté un peu bling bling. Je suis entrepreneur, je vais vivre au soleil la moitié de l'année. Et, moi, il y a 1 an, j'étais en Colombie. Tu vois, je suis parti en Colombie pendant 2 mois parce que je bossais à distance. Et effectivement, ça donne envie. Il y a plein de gens qui disent waouh, trop bien, mais
faut être conscient que voilà, en attendant le week-end, c'est pas forcément congé, quoi. Je veux dire, tu bosses, les jours fériés tu bosses, et quand t'es en vacances, tu bosses aussi, quoi. Voilà. J'ai pas osé le dire, mais parce que je voulais entretenir un petit peu le rêve et que ce soit sympa. Voilà. Mais non, effectivement, là on a pris une semaine de vacances, entre guillemets de vacances en septembre là pour faire un tour à vélo pour une œuvre caritative. C'était les premières vacances qu'on avait en 3 ans. Je comprends. Donc voilà, il y a pas de week-end, il y a pas forcément de soirée, il y a pas de vacances non plus, mais c'est un choix et puis. Non mais je confirme, moi c'est pareil, ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances. Enfin, alors oui, je voyage, tu vois, mais c'est pas parce que tu voyages que t'es en vacances, quoi. Je veux dire, t'as toujours ton ordi avec et t'es toujours en train de penser à des trucs et tu bosses et voilà. Donc effectivement, c'est pas forcément un exemple, voilà, mais c'est vrai que je vais pas dire que c'est systématique, mais bon, souvent dans l'entrepreneuriat, c'est quand même rare de pouvoir. Alors, je pense qu'il faut quand même parvenir à se mettre un peu de limite, tu vois. On est peut-être un petit peu extrême, mais je pense que ça nous ferait peut-être du bien aussi de s'imposer un peu des congés, des périodes justement, tu vois, où à la limite tu te dis je pars sans mon téléphone, sans mon ordinateur et voilà, je vais faire autre chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est effectivement c'est pas des vacances à proprement parler, quoi. Ouais. Moi je trouve que c'est juste que voilà, c'est un peu comme tout dans la vie, tu dis oui, et puis au bout d'un moment t'apprendras à dire non. Parce que tu as besoin de te protéger un petit peu aussi. Et finalement, moi, il y a certains clients, quand ils m'envoient un email à 21h30 un vendredi soir, tant pis, ils auront une réponse lundi. Et on ne peut pas toujours être dispo pour tout. Et peut-être que les moyens qu'on a actuellement, c'est vrai qu'on vit dans un monde où il faut tout de suite. Et au final, moi, je traduis des textes souvent pour des marques dans le sport. Le monde va pas s'écrouler si je réponds pas à un email dans les 2 heures. Et ça, j'ai appris. Toi, t'as l'excuse de dire ce week-end, désolé, je suis pas dispo, je suis en course, mais pas pour aller pousser le caddie, pour aller gagner une course. Ouais, j'ai quand même pas le droit d'utiliser la carte triathlète. Ça fait pas très professionnel. Ouais, parce que tu dois être pro dans les deux, du coup, c'est pas. Et j'essaie beaucoup de dissocier aussi. Je travaille pour beaucoup de marques de sport et je fais attention en termes de sponsoring, je vais pas aller leur demander des trucs, quoi. Je trouve qu'il faut vraiment faire en sorte que les deux restent distincts pour que ça reste professionnel d'un bout à l'autre, effectivement. Je travaillais pour une marque de chaussures, par exemple, et c'était pas du tout la marque qui me sponsorise en course. Oui, après ton nom est pas publiquement, il n'est pas officiellement attaché à tes clients, quoi. Ça reste quelque chose de complètement différent. Non, il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Je pense que c'est quelque chose qui doit donner envie à beaucoup de gens, tu vois. Quand ils t'entendent, on se dit c'est quand même chouette. Il faut bosser un peu le dimanche, mais au final, c'est quand même cool de pas avoir un 9 to 5 et de pouvoir bosser depuis l'Espagne et puis de pouvoir s'entraîner et de faire ces 20 à 30 heures d'entraînement sur la semaine et pouvoir combiner ça avec le boulot, c'est quand même cool. Comment on fait pour lancer un business comme ça, sur le côté surtout que tu avais fait des études en architecture, donc c'était peut-être pas forcément ton domaine non plus. Aujourd'hui, tu nous disais, tu es copyright, tu es dans la com, quoi. Ouais. Essentiellement, je fais beaucoup de traduction et de rédaction. Ouais. Après... On vit quand même dans un monde où, oui, on fait des études, mais au final, tu peux être ce que tu veux, en fait. Et de nouveau, ça, c'est un petit peu un cliché et puis un truc que tu lis dans des dictons un petit peu cheesy sur Internet. Mais finalement, c'est vrai, si tu as un petit peu de flexibilité dans la tête et d'ouverture d'esprit, tu peux apprendre tout et n'importe quoi. Et il y a un business partout, si vraiment tu veux penser en termes financiers. Peut-être que j'ai fait beaucoup de choses depuis que j'ai 24 ans pour joindre les deux bouts ou bien pour apprendre d'autres choses, parce qu'au final je me suis vite rendu compte que l'architecture c'était pas du tout pour moi, que travailler dans un milieu plus corporate c'était pas pour moi non plus, et j'ai la chance d'être bilingue par mes parents, donc j'ai toujours fait un petit peu de traduction à gauche à droite. Et mon ami, lui, est dans le marketing. Il était marketing manager pour pas mal de grosses boîtes. Et lui aussi, au bout d'un moment, peut-être que c'est en me voyant aussi avoir un petit peu plus de liberté dans ma vie, de faire des choix un petit peu plus selon un emploi du temps qui me convenait. Et puis on
on s'est rejoint à un moment. Lui, il a quitté un job et puis de fil en aiguille, moi, j'avais quelques clients déjà de mon côté en traduction. Lui, il avait des compétences qui pouvaient très vite, entre guillemets, assez facilement se vendre en freelance. Dans la communication, dans tout ce qui est digital et en e-commerce, c'est souvent des structures qui, encore aujourd'hui, le Covid a fait pas mal évoluer les choses, mais pas toutes les boîtes avaient ça en interne. Donc, quand tu apportes une nouvelle compétence comme ça, il y a pas mal de petites structures qui étaient rapidement prêtes à l'externaliser. Donc voilà, on a grandi assez vite comme ça, en fait. Ok. Et s'il y a des triathlètes qui nous écoutent et qui se disent, moi j'aimerais justement changer. Ça parle pas trop triathlon. Non, mais ça fait partie aussi, parce que je veux dire, si tu as envie de t'entraîner et de vivre au soleil toute l'année, il faut pouvoir adapter un petit peu ton mode de vie. S'il y a des triathlètes qui nous écoutent et qui se disent moi j'ai aussi envie de faire la même chose que toi, c'est quoi les différentes étapes? Par où est-ce qu'on commence? Comment on fait? Je sais pas, on commence par se former, comment on trouve les clients, qu'est-ce que tu conseillerais? Tu dis dans la structure qu'on a là tout de suite, ou juste pour Non, je veux dire quelqu'un qui nous écoute et qui a aucune qui a pas de clients, qui connaît à la limite même peut-être pas le marketing, tu vois, quelqu'un qui a envie de bosser en mode digital nomade, c'est un peu le terme qui revient souvent, les nomades digitaux. Qu'est-ce que tu conseillerais? Je pense jamais fermer de porte, à aller parler aux gens. Il y a toujours des opportunités qui s'ouvrent un peu de partout, même dans les connaissances proches, parce que c'est comme ça qu'on a commencé aussi. C'est avec un ou deux sponsors à gauche à droite qui cherchaient quelque chose, ou bien quelqu'un qui nous a mis en contact avec une autre marque qui cherchait un traducteur. Donc là, il faut juste rester très très ouvert. Et nous, on avait une règle au départ, c'était faut jamais dire non. Peu importe comment tu te démerdes, même si tu sais pas faire, tu dis oui et tu trouves la solution après. Et moi, je me suis retrouvée à accepter des projets, mais je n'avais pas les compétences pour le faire. Je savais pas comment. Et on s'est dit, mais de toute façon, on va toujours trouver une solution. Même si c'est aller chercher quelqu'un qui a les compétences, soit on les apprend, soit on va chercher quelqu'un qui peut nous les apprendre, soit on va chercher quelqu'un qui peut le faire pour nous. Mais en l'occurrence, ce sera un contact supplémentaire. Et on a avancé comme ça. Je me suis retrouvée à faire des sous-titres pour une vidéo. Je savais pas comment faire des sous-titres, mais aucune idée. En plus, c'était, je crois, de l'espagnol vers l'anglais, donc je parle pas espagnol. C'était. Heureusement que tu t'entraînes en Espagne là quand même en ce moment. Voilà. Non, c'était il y a 2 ou 3 ans, je sais pas. Mais j'ai dit oui, bien sûr que je sais faire. Et puis après, je me suis débrouillée, quoi. Ouais, puis aujourd'hui, je pense que tu trouves aussi pas mal. Il y a moyen d'outsourcer, de déléguer via des plateformes de freelancers ou quoi. Tu peux trouver pas mal de ressources. Ouais, faut faire un petit peu attention quand même pour la qualité du travail, parce que finalement, il y a quand même ton nom dessus, donc voilà. Mais. Okay. Et même si c'est pour des petits montants au début, j'imagine au début, quand tu dis ne jamais dire non, c'est pareil. Si c'est des tout petits montants, à la limite, c'est pas grave, ça te fait de l'expérience, ça te fait un portfolio. Exact. Ouais, exactement. Et puis ça te fait de la réputation, ça te fait des contacts. Et tout ça vient après. Les conditions, les contrats, on les met maintenant en fait. Ouais. Donc on cherche d'abord ses clients avant de quitter son job et de partir au soleil. Ou on fait l'inverse? Je suis pas sûre. Tu sais, il y a quand même, quand il faut mettre du pain sur la table, tu trouves des solutions très rapidement. Dans le confort, tu les cherches pas. Ouais, puis surtout qu'un triathlète pro, ça mange quand même. Ouais, alors moi, moins que le grand gars en face de moi, alors qu'il est même pas pro. Mais ouais, il faut. Mais je pense que c'est partout pareil en fait. C'est même dans le sport, si t'as pas faim, tu t'y vas pas franco. Ouais. Et alors justement, on parle de finances, de revenus, de manger. Il y avait une question qui était latente depuis le début, c'est un petit peu comment est-ce que on finance un statut de triathlète professionnel. Alors en France, je sais que quand tu es sur du court, tu as le soutien de la Fédération française, tu as le soutien de certains organismes, etc. En Belgique, on en a déjà parlé, c'est à peu près pareil. Par contre, quand tu es sur du long, t'as que dalle, parce que tout simplement, le triathlon longue distance, c'est pas un sport olympique, et en tout cas en France, la fédération soutient pas. Comment ça se passe en Suisse? C'est absolument pareil. Il y a pas d'argent qui est alloué au programme non olympique. Donc tout au plus, j'avais, parce que là cette année je suis plus en équipe suisse,
Tout au plus, j'avais une carte élite qui me donnait 2-3 rabais sur leurs trucs partenaires, mais que j'ai jamais vraiment exploité. Donc non, tu te débrouilles, tu es responsable d'organiser tes voyages, de faire ton programme de course, de regarder si ça joue avec le budget ou pas et de trouver tes sponsors en fait. Donc tu te débrouilles de A à Z. Et comment on trouve ces sponsors ? Je vais rentrer dans les je vais te faire rentrer dans les cordes, mais justement, Olivier, tout à l'heure, tu as demandé quelqu'un qui veut se lancer en tant que digital nomade, comment ça se passe ? Moi, je te pose la question, quand on veut devenir triathlète professionnel, qu'on n'a pas forcément un job assez rémunérateur à côté, comment on trouve ses premiers sponsors ? Est-ce que déjà, tu disais tout à l'heure, on dit jamais non, donc un sponsor qui vient et qui te propose plutôt du matériel que des espèces sonnantes et trébuchantes, est-ce que tu vas accepter quand même ? Comment on trouve ses sponsors et comment on négocie un peu un contrat de sponsoring ? Ok, alors je vous dis tout de suite, je suis vraiment la mauvaise personne pour parler de ça parce que j'ai beau être dans la com, s'il y a une chose que je sais pas faire, c'est me vendre. Ou il y a une chose que je n'aime pas faire, c'est me vendre. C'est pour ça aussi que j'ai toujours travaillé à côté pour financer un petit peu ma carrière parce que j'aime pas du tout ce monde de sponsoring et j'ai de la peine parce que je me sens redevable. Et le fait d'avoir accepté quelque chose de quelqu'un, en termes matériels, ça va. Si ça devient financier, c'est très compliqué pour moi parce que j'ai l'impression de devoir produire des résultats pour justifier ça, alors que finalement, la définition du sponsoring, c'est pas vraiment ça. Et puis, voilà, on le perçoit chacun de notre façon. Et ça est-ce que si tu recevais un salaire de, je sais pas, de la Ligue, de la Fédé ou quoi, est-ce que t'aurais pas le même sentiment finalement ? C'est un peu pareil, non ? Si, c'est absolument pareil. Et j'ai la même chose si mes parents me proposent une aide financière, par exemple. Ce qu'ils ont fait et que j'ai refusé à certains moments de ma carrière. Mais ça, c'est juste... sauf les vélos. Sauf le vélo. Mais ça, c'est matériel. Non, je rigole. Je rigole. D'ailleurs, mes parents m'ont offert un vélo cette année aussi. Mais j'ai beaucoup de chance. J'ai des parents qui sont... J'ai des parents en or. Ouais, mais donc du coup, en gros, ce que tu dis, c'est que à partir du moment où tu es triathlète professionnel et que tu es payé pour faire ton sport, du coup, tu te sens mal parce que tu te sens redevable d'une certaine manière. Donc en fait, il faut que tu arrêtes d'être pro, quoi. Faut que tu ailles dans les catégories d'âge. Non, il y a de l'argent dans le sponsoring, il faut savoir aller le chercher et c'est toujours une relation donnant-donnant. Donc, c'est pas forcément les résultats, et ça je sais de mon parcours plus communication, c'est pas forcément les résultats qui vont faire qu'une marque, que tu intéresses une marque ou non. Il y a plein de choses que tu peux proposer en échange d'aide financière ou de matériel. Oui, parce qu'au final, les marques, je veux dire, vraiment, le but ultime d'une marque, ça va être de vendre plus, quoi. Je veux dire, ça va être la visibilité. Bon, c'est un peu primaire, mais au final, c'est leur objectif. Donc, ça passe par quoi ? Oui, par la visibilité, par aussi de la notoriété, contenu, la crédibilité du fait qu'il y ait des athlètes professionnels qui portent la marque. Donc, du coup, ça donne de la confiance, etc. Donc, au final, c'est clair que les podiums, c'est bien pour la marque, mais après, aujourd'hui, et c'est peut-être un petit peu triste aussi, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques qui sont attirées en fait par le nombre de followers sur Instagram plutôt que par les performances de l'athlète, quoi. Les performances ou les valeurs, peut-être, je nuancerais, parce que c'est vrai qu'ils ne recherchent pas forcément les performances. Parfois, c'est aussi les valeurs que véhiculent les athlètes. Ouais, moi, je suis absolument d'accord. Il faut pas avoir peur de demander non plus. Parce qu'au pire, on va te dire non. Mais peut-être que toi, tu as quelque chose qui peut intéresser la marque, ouais, au-delà d'un résultat. Et de nouveau, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, ou même un amateur, il y a absolument aucun mal à aller demander, à aller chercher, à vendre ce qu'on a à offrir. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis pas le meilleur exemple, mais je connais la théorie derrière pour avoir aidé d'autres athlètes et pour avoir travaillé pour beaucoup de marques. Je n'applique pas tout ce que j'apprends à moi-même. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. Ouais, c'est souvent, on voit souvent la théorie du cordonnier mal chaussé. Voilà. Tu dis que tu as accompagné d'autres athlètes, c'est-à-dire tu les as aidés à trouver des sponsors ? Non, c'est plutôt... peut-être un mauvais choix de phrase. Je vois plutôt souvent le côté de la marque, en fait. D'accord, donc tu trouves des athlètes pour la marque, c'est ça que tu veux dire ? Oui, ou bien je gère le contenu d'une marque aussi. Et voilà, où il y a des athlètes qui sont impliqués là-dedans, qui en fournissent ou pas. Ok, on a bien passé en revue ton histoire.
on sait qui est Emma Biam. Je voudrais revenir sur une question que je t'ai posée tout à l'heure, que tu as un petit peu éludée, mais 2022, qu'est-ce que ce sera ? Quels sont tes objectifs pour 22, 23, 24 et au-delà ? 24, est-ce que tu vas quand même re-signer avec l'équipe suisse pour venir à Paris ? Je ne m'appelle pas Nicolas Périg. Je pense que là, Paris, c'est mort. Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça, mais non, Paris, c'est mort. Par contre, non, mon objectif, c'est, je vous ai dit, 2016, ça reste une année référence pour moi. C'est une année où je ne me suis pas posé de questions et où je me suis alignée au niveau professionnel, enfin sur des lignes de départ internationales, sans me poser de questions pendant toute la saison. Et en fait, mon objectif, c'est de pouvoir refaire ça. Parce que depuis 2016, je ne l'ai pas fait. Soit parce que j'étais blessée, soit parce que je n'ai pas osé aller me mettre vraiment en première ligne. Peu importe le résultat. Sans exploser en plein vol, pour reprendre tes mots, qu'est-ce que tu as appris de 2016 que tu vas devoir appliquer ou ne pas appliquer justement en 2022 ? Juste avoir confiance, en fait. Juste de croire en soi. D'y aller et de pas se poser de questions comme j'ai pu faire. Je m'en suis posé beaucoup trop ces dernières années et ça m'a empêché de faire beaucoup. Enfin, c'est pas que ça. Je veux dire, en 2016, quand t'as fait ton année, là t'étais au top. Enfin, je veux dire, t'avais confiance en toi jusqu'à la fin sur les dernières courses. Là, ça a commencé t'as commencé à avoir un peu un trop. T'en avais un peu trop, quoi. T'as eu un espèce de ras-le-bol un peu dû au surentraînement et tout ça. Mais là, tu dis, je veux faire exactement la même chose qu'en 2016. Mais donc, du coup, qu'est-ce que tu vois ? Non, je veux pas faire exactement la même chose. Je veux juste pouvoir faire une saison pleine au plus haut niveau, en fait. Et comment tu vas faire justement pour pas retomber dans le même scénario ? C'était plutôt ça ma question, en fait. Bon, là, j'ai un coach qui gère les choses un petit peu plus. Non, moi, je vais juste être un petit peu plus intelligente, je pense, dans le nombre de courses que je fais, de comment je les sélectionne, de comment je les prépare et faire en sorte d'avoir vraiment une base solide. Mais je pense que je l'ai déjà. Parce qu'en 2016, quand je me lançais sur Ironman, j'avais tout au plus 2 ans de fond, en fait, sur lesquels je pouvais me baser. Alors que là, j'en ai beaucoup, beaucoup plus, en fait. Juste les kilomètres que j'ai vont déjà bien me servir, je pense, pour tenir une saison et récupérer des courses. T'as déjà des objectifs concrets ou bien c'est encore top secret ? Non, c'est pas top secret. J'espère juste qu'on aura des courses. Ouais. Bon, sachant qu'on diffuse début 2022, donc tu vois, il y aura peut-être plus de secret à cette époque-là. Non, j'aimerais me lancer sur un Ironman en début de saison parce que j'ai un petit peu, enfin, je vais pas dire raté ma fin de saison là, mais j'ai pas pu courir sur longue distance en fin de cette année. Je voulais faire Embrun et l'Ironman de Thun là. Et malheureusement, je récupérais juste de ma chute à vélo au moment de Thun, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion et le travail a pris le dessus pour la fin de l'année. Là, en Afrique du Sud, je voulais aller, mais il m'a manqué quelques semaines d'entraînement. Du coup, je crois qu'un des premiers, c'est justement l'Afrique du Sud l'année prochaine. Voilà, on verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe. Déjà, tu es en Espagne jusqu'en février. Donc, si on veut venir te voir, te soutenir, t'encourager, on sait à peu près où est-ce qu'il faut aller, vers le sud de l'Espagne. Vous pouvez surtout venir vous entraîner, non ? Ouais. Et alors justement, qu'est-ce que c'est que s'entraîner en Espagne ? Là, tu nous dis que tu es dans le sud de l'Espagne. Est-ce que tu as pris un appart et puis, ou un Airbnb avec ton ami et puis tu organises tes entraînements suivant les directives de ton coach, ou tu es dans un centre d'entraînement, ou tu es peut-être dans le centre d'entraînement de ton coach et tu suis les directives à la lettre en physique ? Non, là, on a eu... je vais de nouveau dire qu'on a eu un peu de chance, mais je ne crois pas vraiment en la chance. Je pense que... C'est la chance, on la provoque en général. Voilà, exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. On a des amis d'amis, en fait, qui ont une maison ici et eux sont en Thaïlande et nous prêtent gentiment la maison pour l'hiver. Donc, on est 2 couples ici à en profiter pendant... pour cet hiver-ci. Et on a la chance d'avoir une piscine à moins d'1 kilomètre. Et puis, on peut courir plus ou moins n'importe où. Et les routes, c'est pas les meilleures du monde pour le vélo de route, mais il y a 2 bosses et ça suffit amplement pour aller s'entraîner, quoi. Et finalement, moins on a d'options, plus c'est facile. Aussi. Ouais, c'est comme la carte d'un restaurant. Si tu as 12 pages, c'est plus difficile à choisir. Quand tu as 5 plats, tu fais vite ton choix.
Exactement. Donc, soit je fais la montée de 15 bornes, là derrière, il y a 1000 mètres de dénivelé et des rampes à 15%. Soit je descends, je fais 10 km le long de la côte et j'ai une bosse sur laquelle je peux faire mes intervalles. Et je rentre par 2-3 pétards. Et c'est parfait. Sympa. Ouais, c'est nickel pour s'entraîner. Ouais. Et tu t'entraînes seul ou il y a un club dans le coin? T'es en contact avec d'autres triathlètes? Non, ça fait pas mal de temps que je m'entraîne quand même seule. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes de longue distance qui se retrouvent aussi dans cette situation-là. En course, on est seul. Hein. Donc, si on n'arrive pas à se sortir les pouces des fesses tout seul, on va pas savoir le faire. On n'est pas seul, on est à 12 mètres, quoi. Ça dépend des courses. Ça dépend des moments, on ne pas dans ce débat-là. Qui se retrouvent, par exemple, je sais pas, c'était le cas on avait Claire Michel et on avait Claire Michel et voilà. Enfin voilà, il y a tout un groupe, tu vois, de filles qui sont avec le même coach et qui finalement passent leur saison, en tout cas une partie de la saison ensemble pour s'entraîner. Donc bon, voilà, ça peut être un choix aussi. Après, je sais que ça peut tout à fait fonctionner. Je pense qu'il y a pas mal de squads de courte distance qui font comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est sur du court, effectivement. C'est vrai que ça mais je crois que c'est juste mon ou notre organisation fait que j'ai une structure qui est souvent très différente de beaucoup de gens. J'ai énormément bougé ces 3 dernières années. De nouveau, pour revenir à l'entreprise, tu fais quand même certains choix, certains sacrifices, puis même financiers, quoi. Tu prends quelques risques et tu passes peut-être 3 mois chez tes parents ou 3 mois ailleurs ou 2 mois dans une coloc parce que t'as pas envie de t'engager non plus financièrement dans trop de choses. Alors là, au bout de 3 ans, on a une certaine stabilité qu'on n'avait pas il y a une année en arrière. Mais du coup, j'ai beaucoup bougé. J'ai pas forcément eu l'occasion de trouver une structure d'entraînement stable. Et du coup, voilà, je m'entraîne principalement toute seule, mais j'ai quand même la chance d'avoir un ami cycliste. Donc, et lui, il est assez du genre ta gueule et roule. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans sa roue à appuyer sur les pédales en fait pour pas lâcher. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé sur le vélo. Bon voilà, il y a quelques semaines, on avait Perrine Fage qui a passé quelques temps dans la roue de Steven Le Yarrick. Donc là, on a Emma qui passe quelques temps dans la roue de son copain. Ça aide quand même beaucoup. Hein. Et puis, et il y a des fois, on n'a pas envie parce qu'on se fait lâcher et puis ça nous agace et puis on a envie de gueuler et puis après ça fait des soucis à la maison et puis mais au final, les cuisses elles marchent quand même. Donc voilà. Ouais, donc c'est pas mal ça, rouler dans la roue de ton copain au lieu de rouler dans la roue d'un scooter pour aller face au vent, c'est pas mal aussi, quoi. Ouais, c'est la mobilette. Mais des fois, il faut la laisser à la maison pour s'entraîner aussi un peu tout seul. Bon, contrairement à beaucoup de triathlètes professionnels, t'as quand même aussi une grosse contrainte sur le côté, c'est que tu gères ta boîte, quoi. Donc tu bosses à côté. Enfin, c'est comme si tu faisais 2 boulots, quoi. Oui, effectivement. Donc, ce serait peut-être, j'imagine que pour toi, ce serait peut-être plus difficile, moins concevable d'aller à des entraînements fixes avec l'entraînement piscine, c'est à 10h et pas à 10h30. Oui, mais en même temps, ça aiderait quand même beaucoup. Ok, donc t'es quand même un peu partagé entre les deux, quoi. Il y a du bon et du mauvais. Parce que je pense que tu fais pareil, tu dois faire pareil quand t'es coincé sur un projet, tu veux pas lâcher le morceau, t'as envie absolument de le finir. Et il est 16h, il est 17h, il est 17h30 et après il fait nuit et tu peux plus aller rouler. Et... Oui. Ouais, non, mais je sais bien. Regarde, là aujourd'hui, par exemple, on a 6 heures de podcast d'enregistrement, tu vois, avec Hermano. Je savais très bien que si j'allais pas courir ce matin, ça allait pas se passer parce qu'on va terminer, il sera 21h, tu vois. Donc... Ouais, exactement. Donc, c'est pareil. Non, je sais très bien. Et c'est pour ça que il n'y a pas de secret. Je crois que, je crois que le secret du triathlète, en fait, c'est de s'entraîner tôt, quoi. C'est la première chose. C'est de s'organiser, en fait. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a cette citation de Mark Twain qui dit si tu veux être productif, commence ta journée par bouffer une grenouille et puis tout ira bien. En gros, ça veut dire fais le truc le plus
le plus difficile entre guillemets à faire le matin, que ce soit la première chose que tu fasses, et au moins après tout te semblera facile, quoi. Donc si effectivement c'est difficile parce que tu te dis bon, il fait froid, il pleut, je dois m'habiller, machin, enfin tu vois, il y a toujours un peu ce côté tu vois, une fois que t'es lancé, c'est bon, une fois que t'as mis tes baskets, t'as fermé la porte, bon bah c'est en fait t'es parti, et puis à la limite t'es parti pour 2 fois plus longtemps, t'as plus envie de rentrer à la maison. Mais ce qui est difficile, c'est de sortir, et donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment à mon avis un des plus gros secrets des triathlètes qui réussissent à enchaîner leurs entraînements, c'est ça, quoi. C'est commence ta journée par ton entraînement, quoi. Je pense qu'il y a des rythmes et des personnalités différentes qui ont pas besoin de ça, mais je te rejoins absolument. Moi, si j'attends 10h, 11h sans m'entraîner, je suis mal toute la journée parce que je m'en veux, parce que je suis tendue, parce que je regarde la montre, je me dis merde, c'est pas encore fait, j'ai en encore plus de ça, t'as de la culpabilité, quoi. Et donc ça fonctionne pas, alors que je sais que Guillaume qui est quand même, alors il fait pas du sport au niveau professionnel, mais c'est un excellent cycliste, il nage, il court, mais lui, son organisation, c'est le travail avant, et à midi il plie, il va faire son heure de vélo, et puis à 18h il plie, il va faire une heure d'autre chose, et il est capable de faire ça. Mais quand il se lève le matin, il faut qu'il aille répondre à ses emails, à boire son café, etc., etc. Et c'est juste un rythme qui est complètement différent, auquel, moi, ça fonctionne pas du tout comme toi. Je pense que si dans Training Peaks, il n'y a pas la séance à 9h du matin, c'est que la journée, elle est un peu ratée. Et puis, c'est peut-être aussi quelque chose qui est assez caractéristique des triathlètes, mais les triathlètes ont ce côté un petit peu geek où ils ont des entraînements hyper structurés, tu vois, millimétrés, tu dois être exactement à la bonne vitesse, dans les bons chronos, etc., sur toutes tes séances. Et donc, finalement, tu vois, tu peux pas te dire, ah bah non, en fait, je vais raccourcir ma séance de 20 minutes, quoi. Moi, c'est le genre de truc, c'est très difficile à concevoir, tu vois. Là où des gens qui font du sport plus pour le plaisir, entre guillemets, ils vont plutôt se dire, bon, bah, en fait, je vais courir, et si j'ai 20 minutes, c'est bien, si j'en fais 40, c'est bien aussi. Ils vont faire en fonction, tu vois, ils vont aménager, alors que je pense que pour beaucoup de triathlètes qui ont envie de performer et tout, ils vont d'abord mettre l'entraînement, et puis ils vont dire, en fait, ma vie, elle va venir se structurer autour de mes entraînements, quoi. Bon, alors, les petits jeunes, je voudrais vous dire une chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais rajoutez dessus des enfants, et vous verrez que des fois, on fait pas ce qu'on veut. Mais alors, pour l'instant, j'avoue, j'ai évité. Non, mais pour revenir sur la structure et tout, tu parles quand même à quelqu'un qui n'avait pas de capteur de puissance jusqu'à l'année dernière, qui fait tout aux sensations. Ah oui. Et la seule raison où j'ai un capteur de puissance sur mon vélo, c'est pour mon coach. Donc la plupart du temps, je regarde même pas. Okay. Donc pour la structure, oui, non, c'est plus le besoin en fait de bouger, de répondre un peu à ce besoin-là, et l'effort physique. Que finalement la durée de l'entraînement, moi si je rentre à la maison et j'ai 9,95 ou 80, tu fais pas le jeu contre la rue pour compléter? Non, j'ai pas besoin, non. C'est pas je pense qu'il y a beaucoup qui feraient le tour du pâté de maison. Après, il faut voir dans quelles conditions tu fais le tour du pâté de maison. Si c'est juste pour boucler la boucle des 10 bornes ou des 20 bornes ou des 30 bornes sur Strava, et puis qu'au final, tu l'as fait pas à la bonne allure, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On l'a tous déjà fait. Tu pars sur une sortie vélo, tu arrives au coin de la rue, il te reste 500 mètres pour faire tes 100 km, tu les fais, non? Ouais, oui, ok. Bon, voilà, on l'a tous déjà fait. C'est bon. Ouais, on l'a tous déjà fait. Mais bon, à pied, t'es quand même niqué parce que t'arrives à la maison, t'as 9,90 et 44 minutes. Donc, soit tu fais les 100 mètres de plus, mais ensuite, t'as 46 minutes et puis il faut arrondir à 50. Tu peux jamais gagner, quoi. Ouais, c'est le bout de fromage avec le verre de vin, et après le verre de vin avec le bout de fromage, et on n'arrête jamais, quoi. Voilà. Super. Une question comme ça pour terminer. On n'a pas parlé de ton volume d'entraînement. Alors sur une semaine idéale, ou en moyenne sur l'année, t'es plutôt à combien? Entre 20 et 30 ou c'est très aléatoire finalement? Finalement, oui. Alors les 3 dernières années, ouais, ça a été très 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 aléatoire, un petit peu selon les possibilités, les envies, les obligations. J'ai plutôt un volume qui est plutôt bas, je dirais. Je suis entre 16 et 22 heures, je pense.
Là, j'en ai fait 22 la semaine dernière. C'était déjà une grosse semaine pour moi. Emma, tu disais que tu t'entraînais pas, tu mesurais pas en gros ta puissance, donc au niveau de tes watts, jusqu'à il y a peu sur le vélo. Tu t'entraînais comment du coup? Tu faisais ça, c'était quoi? C'était à l'ancienne, en pulsation? Ou comment est-ce que tu définissais tes zones d'intensité? Ou c'était vraiment juste aux sensations? Tu te dis là, je crois que je vais vite. Vous allez rire, hein, mais c'est pareil à pied en fait. J'ai pas d'allure à pied. Il y a lent, moyen, vite dans mon entraînement, dans mon programme d'entraînement. D'accord. Voilà, ça. Et puis après, je module selon les sensations. J'ai passé tellement d'années à m'entraîner aux sensations que. Et puis je suis aussi capable de me dire aujourd'hui si je me sens pas très très bien un jour. J'ai le droit d'aller un poil moins fort. Je sais que de toute façon, parce qu'on est triathlète, on va avoir tendance à en faire trop. C'est la définition même du triathlète, je crois. Je crois qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui... on lui dit de courir à 4,15 et il va courir à 4,14. On va tous courir à 4,0. Ouais, enfin moi quand on me dit tu dois courir à 4,15, moi dans ma tête c'est en dessous de 4,15 quoi. C'est-à-dire je peux pas être au-dessus. Voilà. Ça, je suis d'accord. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Si je cours en 4,10 ou 4,12, ça va. Par contre, si je suis en 4,17, 4,20, là, ça va plus du tout, quoi. Ouais. Là, par contre, si tu écoutes ton corps, finalement, tu regardes pas la montre. Mais 4,15, ça correspond peut-être à une allure moyenne. Il y a un jour, tu vas être fatigué, cette allure moyenne, elle correspondra à 4,19 et puis un jour, elle correspondra à 4,10 ou à 4,7, mais à cause du vent ou à cause de la fatigue ou juste les conditions de la journée ou les 3 heures de séance que tu as fait au téléphone le matin ou avant. Mais finalement, l'effort, il sera le même et l'impact physiologique sur ton corps, il va être pareil. C'est là aussi où on se rapproche de plus en plus. Enfin, si tu prends ta fréquence cardiaque, que tu prends tes watts, que tu prends éventuellement la variabilité cardiaque, enfin, on commence quand même aujourd'hui avec les capteurs de plus en plus à mesurer l'impact physiologique plutôt que tout simplement la vitesse ou le chrono. Absolument, oui. Et je suis d'accord. En sciences du sport, en physiologie, il y a tellement de nouvelles choses maintenant qui te permettent d'être très très précis et très scientifique dans l'approche de l'entraînement et je pense que c'est une bonne chose. C'est juste que moi j'ai jamais travaillé comme ça. Je suis comme beaucoup peut-être un petit peu réticente au changement et je suis assez à l'aise avec ce que je fais, la façon dont je m'entraîne actuellement. Je dis pas que je serais pas meilleure en m'entraînant de façon un petit peu plus scientifique, mais voilà, je m'en sors actuellement comme ça me met en confiance et voilà, j'ai pas besoin d'avoir des watts ou une vitesse sur la montre, et c'est parce que toi t'as eu plusieurs coachs, c'est eux qui t'ont enseigné entre guillemets, qui t'ont habitué à ça, ou bien c'est toi qui leur as dit écoutez, moi de toute façon le capteur de watts j'en ai pas et je compte pas en prendre, donc moi vous me dites juste lent, moyen, rapide et je m'adapte. J'avais pas mal d'allure à pied avec mon tout premier coach de triathlon, donc ça fonctionnait assez bien. Je me suis entraînée avec Brad Sutton pendant un moment, alors là, il n'y avait rien du tout. Et puis actuellement, avec Denis, j'ai travaillé pendant toute une année avec la puissance. Et puis je lui ai dit en fin d'année dernière, écoute, je vais les laisser, mais je vais cacher l'écran, parce que je trouve que ça conditionne mon entraînement, en fait. Ça conditionne mon approche et la façon dont je fais les intervalles. Parce que je trouve que ça me distrait en fait de l'effort que je fais et de mes sensations. Et je passe plus de temps à regarder les watts et puis à me dire je suis pas dans la bonne plage que de me dire je bosse ou je bosse pas. Ouais, parce que c'est vrai que ça te demande de l'énergie aussi, hein, finalement. Enfin, c'est con, mais effectivement, être attentif, t'as pas forcément la bonne position non plus parce que tu regardes sur ton GPS, donc t'es peut-être un peu moins aéro. Enfin, je veux dire, ça te demande. C'est vrai que c'est un effort supplémentaire finalement. Oui, et au-delà de ça, je trouve que ça me détachait en fait physiquement de ce que je faisais. J'étais pas aussi attentive au travail de mon corps que si je regardais le compteur en fait. Mm-hmm. Je sais pas si ça paraît bizarre, mais je pense qu'il y a des fois j'allais pas assez fort parce qu'on m'a dit tu dois rouler à 240 watts. Mais ce jour-là, j'étais capable d'en faire 250. Sauf que j'en ai fait 240 parce que j'avais 240 sur le compteur.
Ouais. Ou le contraire, où je me suis trop mis dans le rouge alors que j'aurais dû écouter mon corps parce que j'étais fatiguée ce jour-là et j'aurais dû faire du 230 parce que mon corps, il bossait que à 230 et... Enfin, je sais pas si c'est logique. Non, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'en fait, le fait de ne pas avoir suivi, de pas suivre ton capteur de puissance et de regarder, être la tête dans le guidon, enfin, en tout cas dans le GPS, ça te permet, toi, d'être plus attentive à tes sensations et donc à ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. C'est un petit peu comme si on prend on a un peu la même chose avec les GPS aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends la voiture, tu dois aller quelque part, tu mets Waze tout de suite. En fait, je pense qu'on a énormément perdu notre sens de l'orientation à cause de ça. Et les enfants qui naissent aujourd'hui, pour eux, c'est impossible de faire un trajet en voiture sans mettre Waze à la limite, quoi, tu vois. Là où avant, ou même en lisant les panneaux. Ou en regardant les panneaux, ou en se disant, attends, à mon avis, le sud est plus ou moins par là. Donc, tu vois, je veux dire, c'est le sens de l'orientation. J'ai l'impression que c'est un truc quand même qu'on est en train de perdre. Pareil pour le calcul mental. Avant, nos grands-mères, arrière-grands-mères, ils étaient hyper forts en calcul mentaux parce qu'ils n'avaient pas de calculatrice, quoi. Aujourd'hui, les calculs mentaux, franchement, c'est plus la même chose, quoi. On n'est plus habitué. Je sais, quand j'étais enfant, je faisais du calcul mental, mais après rapidement, je suis passé sur la calculatrice et puis c'était fini, quoi. Ouais. Après, c'est une évolution je crois qu'on a tendance aussi à être un peu nostalgique et à se dire c'était mieux avant, mais c'est aussi une évolution de connaissances, en fait. On s'adapte à notre monde différemment et on utilise les outils qu'on a à disposition pour être plus efficace dans ce qu'on fait. Donc, on n'a peut-être plus besoin de calcul mental parce qu'on a d'autres outils à disposition. Mais d'un autre côté, quand tu es en balade et que tu n'as pas d'internet, tu t'arrêtes. Ça m'est arrivé. Je suis partie faire une course au Monténégro il n'y a pas longtemps et je descends de l'avion puis je débloque la fonction avion de mon téléphone. Puis j'avais la 4G activée par défaut. Et je me suis jamais posé la question. J'étais un peu blanc, quoi. Je me suis dit, je suis pas imaginé que le Monténégro, c'était pas en Europe. Alors que j'ai un plan illimité en Europe. Et en l'espace de 15 minutes, j'avais 280 € de frais de roaming. J'avais des messages qui rentraient de partout pour me dire, vous dépassez vos limites, machin. Donc j'ai tout coupé, évidemment, en panique. Mais après, il fallait que je trouve l'hôtel. Enfin, déjà que je trouve la ville, que je trouve l'hôtel, mon Airbnb, que je traverse le pays et que je trouve un Airbnb sans Google Maps. J'étais paumée. Ouais, et pourtant, il y a 20 ans, c'est ce qu'on faisait, quoi, systématiquement. Ça n'aurait pas posé problème. Ça fonctionnait aussi, quoi. Ouais, et puis tu trouves des solutions, quoi. Tu t'arrêtes au bord de la route, tu parles à quelqu'un. Ouais, ce qui rend le truc encore un peu, limite, un peu plus cool, quoi. Mais, ok, on s'habitue aux nouvelles technologies, mais est-ce qu'on perd pas un truc aussi, tu vois? Le calcul mental, c'est quand même une gymnastique cérébrale. Enfin, tu vois, je veux dire, le cerveau, c'est un muscle, la mémoire, c'est un muscle. Avant, moi, quand j'étais enfant, je sais que je connaissais les numéros de téléphone fixes de tous mes copains et de toute ma famille. Systématiquement, tu vois. Aujourd'hui, je suis incapable. Je connais le mien, et je crois celui de mon papa parce que c'était le premier à avoir un téléphone portable à l'époque, tu vois. Mais c'est les seuls que je connais. Je connais aucun autre numéro de téléphone. Et pareil, je crois que la mémoire, c'est aussi un muscle et c'est des trucs qu'on est en train de perdre un petit peu, quoi. Donc oui, on est en train de les perdre, mais j'avais fait une étude une fois. Ça me ramène à mes études d'architecture où on devait suivre d'autres cours autres que ceux scientifiques. Et j'avais suivi un cours de psychologie sociale et j'avais fait une petite étude c'était une petite dissertation sur Is Google making us stupid? C'était le titre. Mm-hmm. Et en fait, finalement, le résultat, c'était juste que notre cerveau, il fonctionne de façon différente plutôt que d'aller chercher les informations que dans une encyclopédie. Oui, tu développes d'autres zones du cerveau, tu veux dire. Voilà, on est capable de trier les informations aujourd'hui. Alors que, avant, on allait les chercher, on savait où aller les trouver. Maintenant, on les a toutes à disposition, mais on apprend à les trier puis à aller chercher dedans ce qu'on a besoin. Donc c'est juste, c'est une évolution de nos capacités intellectuelles pour s'adapter à d'autres choses. Et je pense qu'on va pas aller. C'est une évolution qui va continuer à se faire. Ouais. Bon, on s'est un petit peu écarté du coup du capteur de puissance, mais et du triathlon, ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant. Ok, l'année prochaine, du coup, tu comptes t'entraîner avec ton capteur de puissance ou sans? Là, tu l'as accepté dans ta vie, là, ça y est, c'est.
Il est sur mon vélo, de toute façon, il est sur mon vélo de route là actuellement, il n'est pas sur le... Non mais je veux dire, tu l'utilises comment? Activement ou pas? Non, là je ne l'utilise pas activement, non. Non. Donc il est là, tu analyses éventuellement après coup, mais c'est pas ça qui va définir ta course, quoi. Non, et d'ailleurs toutes les courses que j'ai faites cette année, y compris l'Alpe d'Huez, qui demande quand même une gestion assez importante parce que le parcours vélo, t'en as pour un bout de temps. J'ai fait toutes mes courses sans capteur. Je pense que pour beaucoup de professionnels, c'est inimaginable, même pour beaucoup d'amateurs. Mais je trouve que c'est très, très, très important quand même de savoir ce dont ton corps est capable et de savoir l'écouter, quoi. Si tu démarres ta course, ton capteur, il démarre pas, tu fais quoi? Souviens-toi ce que nous disait Yannick Matejicek qui part du vélo. Alors, il n'y avait pas la natation à cause du brouillard à Vitoria-Gasteiz, mais il part du vélo et justement, son capteur se met pas en route. Et du coup, les 2 premiers kilomètres étaient complètement dans le gaz, il savait pas où aller. Et puis finalement, il a fait toute sa course à la sensation et il a gagné. J'ai pas de réponse parce que j'ai jamais fait une course en fait en regardant le capteur de ma carrière. Mais c'est ça en fait. Je pense que parce que tu dis c'est inimaginable pour ceux qui s'entraînent. Enfin en fait, tant que tu connais pas le capteur de puissance. Moi j'ai beaucoup roulé sans capteur de puissance parce que je faisais du vélo déjà avant le triathlon. Et pour moi c'était très bien. Enfin tu vois, le capteur de puissance, je me disais ouais ok c'est un gadget. Enfin c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Et puis je me suis mis au capteur de puissance et en fait aujourd'hui j'aurais du mal, tu vois, je peux rouler cool pépère, mais si je dois vraiment m'entraîner, j'aurais du mal à me dire en fait non, j'ai pas mes puissances, j'ai pas mes watts, je sais pas à combien je vais, tu vois. Je crois que j'aurais beaucoup de mal à me dire j'y vais au feeling et je me sens, tu vois. J'ai l'impression que je cramerais beaucoup trop vite et que du coup je serais complètement naze pour le reste. Enfin, j'ai l'impression que je me gérerais très mal. Je le comprends et je pense quand même que c'est un excellent outil d'ailleurs. Je pense que les courses qui se gagnent actuellement au plus haut niveau, elles se font au capteur. Donc je suis bien consciente du fait que je suis peut-être un petit peu réticente à ça et que c'est peut-être un petit peu atypique et que peut-être que je bénéficierais quand même de ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de regarder, tu les as probablement, hein, mais je veux dire, si tu regardes tes watts sur une course, qui est relativement plate, est-ce que tu es constante au niveau de tes watts ou pas du tout? Je fais pas beaucoup de courses plates. Je te dirai ça l'année prochaine. Mets-toi dans la roue de ton copain et puis regarde ce que ça donne au niveau de ton capteur. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, que ce soit sur le vélo au niveau des watts ou que ce soit même la fréquence cardiaque des gars qui font des marathons en 2 heures, tu vois que c'est millimétré. Je veux dire, t'as aucune variation, quoi. Ils sont à 1 ou 2 BPM, tu vois, au niveau de la fréquence cardiaque, les gars. Enfin, ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire sur cette distance-là. Et pareil, les mecs qui, je sais pas, tu regardais Frodeno et Sanders. Qui ont fait leur course, là où on voyait leur watt en live en streaming, et tu voyais que les gars ils étaient hyper réguliers, quoi. Et tu te dis moi je serais incapable d'être aussi régulier, même avec mon capteur de watts j'aurais du mal à être aussi régulier, donc Alors c'est vrai que je m'entraîne plutôt selon des principes d'entraînement selon lesquels en fait tu es plus efficace sur la durée avec des variations de rythme. Ça c'est des théories qui viennent d'une physiologie du sport française et qui sont adaptées dans mon entraînement actuellement. Donc la constance elle est pas absolument primordiale parce que pour faire très succinct, la variation de rythme et d'intensité, elle te permet en fait de régénérer de façon endogène le glucose et de maintenir un niveau, une moyenne globale plus longtemps que si tu travaillais à un rythme constant. Ok. Ça c'est. Ok, c'est intéressant. Après, effectivement, il y a énormément de méthodes d'entraînement différentes. Il y a plein d'écoles différentes, donc. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la méthode universelle pour tout le monde, sinon ça se saurait. Non. Et il n'y en a peut-être pas non plus, parce que finalement, à chacun un petit peu son truc, et certaines choses fonctionnent pour certains et pas pour les autres. Mais au final, parce que je te titille un petit peu avec les capteurs de puissance, mais bon, au final, tu as quand même fait des beaux résultats, des très beaux résultats sans capteur de puissance. En 2016, je pense que il y en avait quand même déjà beaucoup des capteurs de puissance. Enfin, c'était pas non plus un truc complètement non absolument pas atypique. Je pense que peut-être que je ferais des meilleures performances avec si vraiment je m'y collais, mais voilà.
Ouais, mais en même temps, je veux dire, l'avantage en tout cas de ne pas le faire, c'est qu'aujourd'hui, tu es capable d'avoir d'avoir ces sensations de mieux t'écouter, de mieux connaître ton corps, et c'est quand même pas mal aussi. Je veux dire, en tant qu'athlète, c'est quand même un truc qui est important. C'est ce qui me convient. Expérience faite et essai fait, je pense que je suis plus à l'aise avec ça. C'est un peu comme... tu sais, je sais pas si je peux faire ce comparatif, mais tu sais, en Malaisie, toi qui es allé là-bas, ils ont beaucoup les massages, les blind massages, tu sais, des masseurs aveugles. Et en fait, comme c'est des gens qui sont aveugles, ils développent beaucoup plus d'autres sens, notamment le toucher. Et donc, en fait, ils ont une dextérité que n'ont pas les voyants. Et donc, ils sont capables de faire des massages beaucoup plus poussés, quoi. Et donc, en fait, le fait de te couper par exemple d'un capteur en l'occurrence, ça te permet peut-être de compenser aussi avec autre chose, et ça je pense que du coup c'est un avantage. On a chacun des capacités, des aptitudes qui sont peut-être un petit peu différentes, et il faut juste apprendre à les exploiter tirer vers des tendances ou des modes qui correspondent peut-être pas forcément à ce qui nous convient le mieux. C'est juste ça. Si certaines de nos auditrices et de nos auditeurs veulent continuer à échanger avec toi, tout à l'heure tu nous as parlé de ton magnifique site internet, mais quel est le meilleur moyen pour rester en contact avec toi ? Je pense qu'à l'heure actuelle, Instagram c'est sûrement le mieux, parce que le site internet il péclote un petit peu, il a des cases qui louchent, et il doit être repris dans les prochaines semaines. Bon, tu disais que Wikipédia n'était pas très à jour, mais ton palmarès sur ton site il s'arrête à 2019 aussi, donc il faut y retourner aussi. Merci de m'avoir fait la réflexion. Je pense que le blog aussi doit s'arrêter en 2019. J'ai eu d'autres priorités ces dernières années, malheureusement. Super, écoute Emma, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de te laisser partir, une toute petite question qui clôturera cet épisode et qui va être aussi la manière de clôturer toute la deuxième saison. Comme le podcast s'appelle Devenir triathlète, pour toi, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut devenir triathlète ? Croire en soi, vraiment, pas se laisser décourager s'il y a des choses qui vont pas forcément comme on pensait qu'elles iraient. Manger du beurre de cacahuète, peut-être. Ah oui, ça, je valide. Ouais. Moi, je mange que les cacahuètes, pas de beurre. Non, se faire plaisir. Ça doit rester un jeu. C'est pour ça qu'on le fait, ça doit pas être une prise de tête. Ça marche. Écoute, merci beaucoup. Encore une fois, on te souhaite une bonne continuation, et puis nous, Olivier, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Emma. En tout cas, merci à vous, merci de l'invitation. Merci Emma, à très vite. Merci à toi, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions, et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine, salut les sportifs.